Un mois de sensations, un mois de spectacle, de suspense, d'émotion, un mois de partage, de communion, de joie, d'explosion, de bonheur pour certains, mais aussi un mois de peine, de pleurs, de larmes, de frustration pour d'autres, critiqués, menacés d'annulation, de délocalisation. La grande fête africaine, la fête du football, s'est bien tenue au pays de Roger Mila, au pays de Patrick Mboma, au pays de Samuel Eto'o, au pays des lions indomptables. Contre vents et marées, les Africains ont vibré et ont crevé l'écran, mettant au diapason la Coupe d'Afrique des Nations, presse, radio, télé du monde ont fait reset. La CAN a battu le record d'audience et au finish, le triomphe d'un lion au pays du grand lion, le lion de la Teranga, a fini par séduire la belle dame et la convoitée a choisi de vivre 15 mois durant dans la tanière chez les Wolofs. Le Sénégal brille enfin et trône sur le toit d'Afrique. Que l'attente fut longue, le parcours difficile, le suspense au rendez-vous. Eh bien, le Sénégal de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, d'Edouard Mendy, Aliou Cissé est le nouveau roi d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. Retour sur une compétition jouée pour la première fois en temps de Covid. Regard sur l'organisation, la gestion sanitaire et sécuritaire, les temps forts de cette compétition, les satisfactions, les déceptions, le bilan de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire, la radio qui vous a fait vivre pleinement cette fête du football africain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Morou. Bonsoir Brice Kwasi. Et de Seïda Kouri qui vous a fait vivre les matchs fous de cette CAN sur Radio Côte d'Ivoire avec vous également auditeur. Bonsoir Seïda Kouri. Bonsoir Brice, mesdames, messieurs, bonsoir. Allez bien sûr, et puis on aura au bout de fil, c'est un confrère du Cameroun, du Burkina Faso, et puis c'est tellement choix de demander, messieurs, la première question. On va bien sûr parler de ce bilan, on parlera rien que de bilan, on parlera, on l'a dit, au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité du Covid, de tout ce qui s'est passé du côté de Yaoundé, de Bafoussam, de Douala, du côté du stade d'Olembi, en tout cas tout savoir sur cette CAN, c'est avec vous. Mais la première question, c'est cette question, malgré évidemment les tentatives de boycott, malgré tout ce qui était annoncé, la CAN s'est bien tenue au Cameroun. Peut-on dire, Seïda Kouri, que c'est une victoire pour le Cameroun et l'Afrique? Oui, une grosse victoire pour l'Afrique parce qu'il y avait beaucoup de menaces de suspension ou alors de report de cette compétition. Eh bien, malgré tout, le Cameroun a réussi le pari, surtout la CAF, d'organiser cette 33e édition. Parce qu'un mois avant, eh bien, il y avait des rumeurs de report, il y avait une menace de certains patrons des championnats européens qui réclamaient qu'on fasse qu'on reporte, et certains menaçaient de ne même pas libérer leurs joueurs professionnels. C'était par exemple l'exemple des propriétaires de clubs de championnat anglais qui menaçaient qu'avec le risque de Covid, il n'était pas question pour eux de libérer leurs joueurs. Et la grosse innovation, c'est que très tard, certains clubs ont libéré les joueurs le 3 janvier. Or, le règlement stipulait que 2 semaines avant la compétition, il fallait libérer les joueurs pour rentrer dans leurs sélections respectives. Eh bien, il y a eu l'association des présidents de clubs européens, l'association des joueurs professionnels, qui ont donc envoyé un courrier à la FIFA en prétextant qu'avec le Covid et tout, et puis le programme de compétition du Boxing Day, il fallait libérer les joueurs plus tard. Et donc Sadio Mané, tout comme Mohamed Salah, joueur de Liverpool, ont été libérés très tard, tout comme d'autres joueurs qui évoluaient dans le championnat anglais. Sans oublier que certains ont trouvé le prétexte de pouvoir intimider certains joueurs pour ne pas qu'ils rejoignent leur sélection. Donc il y a eu des défections qui semble être un peu le fait des propriétaires de clubs. Mais malgré tout, eh bien, la CAF a tenu à pouvoir organiser cela. Et malgré, globalement, on peut dire que les stades étaient plus ou moins prêts. Et la CAN, quand même, s'est pu dérouler dans un bon esprit du côté du Cameroun, même s'il ne faut pas oublier qu'on regrette ce drame qui a endeuillé quand même le Cameroun avec 8 décès lors d'un match du Cameroun contre le Comore. C'était le 24 janvier. Eh bien, à part ce drame qui a quand même amené le deuil de 8 personnes, dont un enfant de 6 ans, globalement, les Camerounais ont réussi le pari d'organiser cette CAN avec 52 matchs au programme qui se sont disputés, sans oublier les séances interminables de prolongation et de pénalty avec tout le suspense et les émotions que cela entoure. Mais globalement, eh bien, je pense qu'il faut être satisfait du pays hôte, le Cameroun, qui a réussi ce pari d'organiser cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Moreau, on sait qu'au départ, il y avait cette tentative bien sûr d'arracher même la CAN au Cameroun. On a dit que les infrastructures ne sont pas fin prêtes. On a dit également que les Africains ne peuvent pas organiser cette CAN au mois de janvier. Les Européens ont voulu boycotter. Il y a eu tout ça, on a bloqué, comme l'a dit Seïda Kouri, des joueurs du côté de l'Europe. Malgré tout, cette CAN s'est tenue du côté du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que c'était un motif quand même, avant de parler de l'organisation, on va rentrer avant de parler du côté organisationnel, le fait que ça s'est tenu du 6 au 9, c'était un motif de satisfaction du 9 au 6?
Voilà. Oui, du 9 au 6. Du 6 au 9. Du 6 au 9, je Du dirais. 9 du 9 au 6 janvier au 6 février. Voilà, plus précisément, allez-y. 28 jours. Simplement que les Camerounais, dans leur volonté de réussir cette CAN, qu'ils devraient organiser bien avant, ils ont réussi, malgré tout ce qui avait été mis en branle pour pouvoir les en empêcher. Ils ont, au niveau interne, il faut dire que le Cameroun était confronté à un problème sécuritaire au niveau de Boko Haram, au niveau aussi de la partie anglophone, et donc de nombreuses troupes militaires et même des gendarmes, des paracommandos avaient été déployés pour assurer la sécurité de tout un chacun. Conséquence, on a vu que cela a été fait dans une sorte d'accalmie. Il n'y a pas eu de grabuge à ce niveau. Maintenant, au niveau même de l'organisation, on peut tirer le chapeau au Cameroun. N'eût été cette défaillance, je dirais, fraternelle un peu vis-à-vis des Ivoiriens qu'ils ont voulu, disons, chambrer, que nous n'avons pas accepté, et nous les avons ramenés à leur juste mesure. Et donc, partant de là, je pense que les Européens qui, dans un certain élan, parce que c'est l'association des clubs européens qui avait voulu faire main basse sur les joueurs africains qui jouaient là-bas. Et vous voyez que ces deux joueurs de Liverpool qui réussissent à venir jusqu'en finale, mais les autres clubs aussi avaient leurs joueurs qui étaient là. Et donc, chacun a donné le meilleur de lui-même. Et l'Afrique a vraiment vibré. Vraiment vibré. Il y avait tellement d'émotions. On était satisfaits. Et je me suis dit, donc, les Européens voulaient nous empêcher d'être joyeux aussi, d'avoir notre CAN, d'avoir nos joueurs expatriés et de vibrer à leur rythme, au rythme de leur dribble, au rythme des différentes émotions. Et j'avoue qu'à ce niveau, ça a été déjà une réussite pour le Cameroun d'avoir tenu tête. C'est pas seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. A aidé le Cameroun à réussir cette CAN-là. Et nous sommes avec notre confrère camerounais, bien sûr, Charlie Liatou. Bonsoir, Charlie. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Allez, heureux de vous retrouver comme ça sur Radio Côte d'Ivoire pour parler maintenant, quelques jours après que l'émotion, la sensation, que tout ce qu'il y a qui entoure la CAN soit tombé maintenant. Est-ce que vous, au niveau du Cameroun, lorsque vous regardez légèrement dans le rétroviseur, vous êtes satisfait de l'organisation, de la tenue de cette fête africaine sur votre sol? Nous sommes très heureux en tant que Camerounais, très heureux en tant qu'Africains, parce que voyez-vous, la perfection n'est pas de ce monde. Je veux partir d'un cliché simple. Lors des derniers Jeux Olympiques au Brésil en 2014, on en était encore à faire des travaux à quelques heures du début de la compétition. Ça n'a pas empêché que la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016 soient des événements réussis. Au Cameroun, fort heureusement, à 2 jours de l'événement, tout est prêt, malgré toutes les interrogations, toutes les inquiétudes, toutes les menaces, comme évoquait votre dernier intervenant. Le Cameroun est aujourd'hui un pays qui a rehaussé l'image de l'Afrique aux yeux du monde. Pas moins de 165 pays ont diffusé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est une fierté pour le continent. Et quand on est Camerounais, on sait combien on s'est investi, chacun à son niveau, pour la réussite de cet événement. On se dit, waouh, parce que le monde entier a vu qu'il y a un potentiel sur le continent, sur le plan sportif, sur le plan organisationnel. Et je crois que c'est une grande fierté pour chacun. Non seulement en tant que Camerounais, mais surtout en tant qu'Africain. Parce qu'à cette heure-là, c'était l'image de l'Afrique qui était en jeu face à l'attitude peu loyale des pays occidentaux. Allez, bien sûr, Liatou, pour revenir dessus, Charlie, pour revenir dessus, c'est vrai qu'il y a eu cette solidarité africaine pour dire notre CAN reste au Cameroun, on va la jouer au Cameroun, cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, après un mois de compétition, au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qu'il y a, qu'est-ce que le Cameroun gagne concrètement après l'organisation de cette CAN-là, concrètement, vous qui êtes au Cameroun? Oui, le Cameroun gagne en termes d'infrastructures sportives, premièrement. Il y a des hôpitaux de référence qui ont été construits dans les 10 régions du pays, principalement dans les régions qui ont abrité la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 5 régions qui ont abrité la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des hôpitaux de référence. Il y a une ville comme Bafoussam, évidemment, la capitale de la région de l'Ouest où étaient logés les champions d'Afrique antique, le Sénégal. Le Cadidor Hôtel, qui est l'une des références aujourd'hui, sur le plan qui deviendra certainement l'une des meilleures destinations dans la sous-région dans les prochains mois, les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'avantages dans la région du Nord à Garoua, où par exemple, où a évolué au début de la compétition l'Égypte. Il y a beaucoup d'infrastructures routières.
il y a les aéroports qui ont été rénovés. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont été construits à l'occasion de cette compétition. Je crois qu'en termes d'acquis, on ne peut pas se pincer les pouces et dire voilà, on est dessus. Il y a une fierté en tout cas à avoir organisé cette Coupe d'Afrique des Nations parce que les legs importants sur le plan des infrastructures, sur le plan des habitudes même, parce que le Cameroun n'avait jusque-là pas abrité un événement d'une telle envergure. Et même si ces 7 dernières années, on a reçu les CHAN, on a reçu la CAN féminine et quelques événements importants sur le continent, on n'avait pas encore reçu un événement de l'envergure de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois qu'aujourd'hui, à plusieurs égards, il y a un impératif, il y a une fierté, il y a beaucoup de bénéfices sur le plan visuel, sur le plan pratique. Justement, est-ce qu'au niveau économique, on sent que ça a boosté quand même l'économie du Cameroun? Aussi le plan économique, c'est différent, c'est difficile de le percevoir sur le coup. Mais d'un point de vue personnel, je pense que sur le plan, par exemple, du transport aérien, la compagnie nationale a vu son chiffre d'affaires boosté pendant cette période. Parce que tous les vols nationaux locaux étaient pleins. Il y avait beaucoup de sollicitations. Sur le plan du logement, la plupart des hôtels qui ont accueilli les équipes participantes à cette Coupe d'Afrique des Nations sont les investissements camerounais. Et vous savez que le logement est un quota important en matière d'investissement financier pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà les acquis. Maintenant, sur le plan de l'alimentation, toutes les équipes ont dû manger camerounais. Enfin, j'imagine bien. Ouais, clairement. Des bénéfices qui sont un peu répartis dans la zone rurale, chez les Camerounais ordinaires. Il y a les transports urbains, par exemple. Au Cameroun, il n'y a pas de transport de masse, ce sont les taxis. Donc j'imagine que de part et d'autre, il y a des revenus, il y a des bénéfices pour les uns et les autres, des prestations de services. Je crois qu'on peut le cibler comme ça, mais tout de suite relever l'impact économique de la CAN sur le Cameroun en connaissant toutes les contingences que vous avez citées au début de la compétition, c'est un peu difficile d'évoquer les chiffres pour l'instant. Allez, Charlie, dernière question avant de vous laisser partir. Évidemment, on sait que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui sont des pays frères, qui aiment se chambrer. On a vu cette crise un peu sur les réseaux sociaux entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Est-ce que la manière de voir l'Ivoirien a un peu changé au niveau du Cameroun ou bien on continue de dire on est ensemble malgré tout? Je vais vous dire une chose, il y a une mauvaise perception du Camerounais. Le Camerounais est un être atypique. Et sur le plan continental, on assimile très facilement les Camerounais aux Ivoiriens. On reste frères. Être frère ne veut pas dire qu'on se chamaille pas un petit peu de temps en temps. Et ça reste le débat des réseaux sociaux. Il faut le transposer aux relations humaines. Alors toi, Inoussa, on se connaît il y a un moment déjà. Est-ce que nos relations ont changé parce que tu es Camerounais et moi Ivoirien? Je pense pas. Tu comprends? Donc aujourd'hui, cette relation de fraternité demeure. Maintenant, les Camerounais et les grandes gueules, un peu comme les Ivoiriens, on le découvre aujourd'hui, ça reste le débat des réseaux sociaux. La fraternité camerounaise, ivoirienne demeure. Il n'y a pas de lien entre là. Mais le Cameroun est un être fier. Il n'aime pas qu'on touche à son intégrité. Il n'aime pas qu'on touche à sa fierté. Un peu comme l'Ivoirien, c'est pour ça qu'on se ressemble d'ailleurs. Il a réagi un peu comme un lion. Ouais. C'est un peu ça, mais ce n'est pas un être qui a la rancœur, qui nourrit la rancœur, qui nourrit la haine, qui nourrit, comment je vais dire ça, la rancœur, je l'ai dit tantôt. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est spontané, qui est atypique, mais qui est fier de lui, fier de son intégrité. Ça, peut-être, je crois qu'aujourd'hui, nos frères ivoiriens, ils l'ont compris, et pour le reste, je crois qu'il faut se mettre au-dessus. Allez, on vous aime bien, Charlie. Il a l'opportunité de rencontrer le ministre ivoirien des Sports qui a fait jouer au Cameroun pendant un mois. Il s'est senti fier de venir ici. Il y a Makosso qui est venu ici dernièrement, il a été fier, il a été bien accueilli par des Camerounais. Ils ont fait des vidéos, des selfies qui ont circulé sur les réseaux. Sauf qu'après la grande gueule, ça passe, tout ça. Et le Camerounais, il aime l'Ivoirien, et l'Ivoirien, il aime le Camerounais, et c'est vice-versa. On vous aime bien, vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire 2023. On l'a dit, merci bien, Charlie. Et puis merci pour cette fête du côté du Cameroun. Merci bien, Charlie. Passez une belle soirée à vos auditeurs. Allez, bonne soirée, Charlie. Allez, pour revenir, avant de parler du sportif, en termes d'organisation, on parlait là de ces infrastructures au niveau du Cameroun. On a vu quand même, c'est vrai, de beaux stades, mais il y a eu quand même quelques effets sur les pelouses, des pelouses qui ont laissé quand même pas de bons souvenirs pour certains joueurs. Serge Dacoury. Oui, on parle de la pelouse de Garoua, qui a eu la chance d'accueillir Côte d'Ivoire, Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Égypte, Cameroun. Eh bien, après, il y a eu une délocalisation de certains matchs qui étaient programmés à Garoua, sur la pelouse de Japoma, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, parce qu'on estimait que la pelouse était de mauvaise qualité. Surtout, ce sont les Algériens qui ont fustigé la mauvaise qualité de cette pelouse. Donc, ce qui a fait que des matchs qui étaient initialement programmés à Japoma ont été délocalisés du côté de Yaoundé. C'est un peu cet état de fait qui a été déploré au niveau de la qualité de la pelouse. Sinon, dans l'ensemble, je pense que les Camerounais ont fait un gros effort pour donner des infrastructures dignes de ce nom pour cet événement majeur qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il faut le dire tout net, la Coupe d'Afrique des Nations est la compétition majeure africaine.
après les autres compétitions subsidiaires comme la Ligue des champions africaine ou la Coupe de la Confédération, la Coupe d'Afrique des Nations est la compétition majeure. C'est notre Coupe du monde sur notre continent. Il y a 54 nations qui sont affiliées à la CAF et le Cameroun a eu quand même l'insigne honneur de pouvoir accueillir 24 nations. C'est la deuxième fois que la CAF organise une compétition à 24 nations. Et quand on vous dit 24 nations, ça nécessite de gros efforts. Et je pense qu'après l'Égypte, il y a 3 ans, c'est la deuxième fois qu'une compétition à 24 nations est organisée par la CAF. Et le pays qui accueille, le pays hôte, a fait de gros efforts. Et donc, je pense qu'il faut saluer l'effort, les moyens déployés par le Cameroun pour abriter 24 nations et pour une compétition qui a démarré et qui est arrivée à son terme sans véritablement gros bobo, à part quelques incidents au niveau de ce petit pour ce drame humain à Olembe le 24 janvier lors du match Cameroun-Comores, et aussi quelques petits problèmes au niveau de la pelouse. Sinon, dans l'ensemble, dans la globalité, les matchs ont été retransmis. Il a parlé de 165 pays qui ont suivi cela. Ça montre une fois de plus que le Cameroun s'est vraiment investi pour donner une très belle image de l'Afrique aux yeux du monde, pour montrer que les Africains, avec cette capacité organisationnelle, de conduire une compétition à son terme. Et cela, c'est à saluer, c'est à féliciter. Les Camerounais ont montré une très belle image de l'Afrique. Justement, en parlant du Cameroun, mais la tache noire reste tout de même. Cet événement, Saïd Akour en a parlé déjà. Le 24 janvier, ce drame, cette bousculade meurtrière du côté de l'Olembe, on n'oubliera pas ça. C'est la grosse tache noire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelque chose qui a marqué, puisqu'il y a eu même la suspension de ce stade. Effectivement, il y a eu la suspension de ce stade. N'eût été la finale et même les autres matchs qui avaient été délocalisés sur ce stade-là. Il faut savoir que le vrai nom, c'est le stade Omnisport Paul Biya d'Olembe. Olembe qui est situé pratiquement à 13 km du centre-ville de Yaoundé. Et donc, ceci pour dire que ce drame est survenu du temps parce que des portes étaient fermées, ne pouvant pas accueillir. On faisait passer les spectateurs par d'autres portes et subitement, il s'est trouvé quelqu'un qui a ouvert une des portes pour laisser les gens entrer. Et la bousculade. Il y a eu une bousculade, vraiment une bousculade catastrophique qui a eu pour conséquence de faire 8 victimes. Et donc la CAF a pris des dispositions, des mesures pour situer les responsabilités. Moi, j'aurais souhaité que la CAF continue dans cette veine et jusqu'à ce qu'on sache qui a donné l'ordre. Parce que, il a dit clairement, Motsepe, il ne laissera pas cette affaire. Il fallait jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde, c'était pas des employés même de la CAF qui géraient la Coupe d'Afrique. C'était des employés venus de la FIFA qui géraient tout au quotidien. Et donc ceux de la CAF étaient pratiquement des visiteurs pratiquement comme tous les autres. Donc finalement, si on situe les responsabilités, ce sera les hommes de Gianni Infantino et puis de Mosengo qui seront épinglés dans cette affaire. Bon, nous ne revenons pas d'abord là-dessus, mais il faut quand même rendre hommage à ces 8 victimes qui étaient allées pour jubiler, pour regarder les prouesses de leurs frères qui évoluent en Europe et autres. Et malheureusement, ce drame est arrivé. Ça nous rappelle d'autres drames. Ici même en Côte d'Ivoire, oui, si tu... et même à Côte d'Ivoire, Malawi, Ezel, en Belgique, tout et tout. Donc, ce sont des drames qui arrivent. Et il faut prendre des dispositions pour que, à l'avenir, ces genres de drames ne puissent pas arriver. Surtout ça va endeuiller Abidjan, les familles. On s'en va pour jubiler, on s'en va pour fêter. Et lorsqu'il y a des drames, ça jette vraiment le discrédit un peu sur l'organisation. Heureusement, le Cameroun s'est repris. L'organisation a repris du poids de la bête. Et on a arrivé finalement. On a même joué la finale à Olembe. Monsieur, avant de terminer avec le côté organisation, un mot sur l'engouement dans les stades, d'abord par Morou, et puis la gestion de la pandémie, parce que c'était la première CAN sous l'ère Covid, la gestion de la pandémie, et un mot sur l'engouement des stades. Est-ce que vous avez été satisfait de la mobilisation des Camerounais durant cette compétition? On sait que c'est une fête, mais on a vu quand même aussi des stades très vides. Oui, il faut comprendre la mentalité de l'Africain en général et la mentalité même des spectateurs. Lorsque ce n'est pas son équipe nationale qui joue, il ne va pas au stade. Et souvent, il faut convoyer des populations au stade pour qu'elles partent assister à ces matchs-là. Donc, il y a ce stade. Et ensuite, il y a le Covid qui est là. Il fallait à certains faire le vaccin de Covid, montrer patte blanche avant de rentrer dans les stades. Et donc, certains ont été réticents à faire le vaccin. Et jusqu'à présent, à travers le monde entier, pas seulement en Afrique, pas seulement au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, certains sont réticents à faire le vaccin. Et partant de là, vous avez une forte population qui reste à la maison,
qui regarde le match à la télé. Et donc, c'est deux facteurs, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas son équipe, disons, les Lions indépendants qui jouent. Si c'est la Côte d'Ivoire qui joue, par exemple, contre le Malawi, par exemple, le Malawi ou bien la Zambie ou le Zimbabwe, vous allez voir que les gradins sont désespérément vides. Seulement le banc de touche avec les différentes... avec les remplaçants par-ci, par-là, mais les gradins sont totalement vides. Et c'est en cela qu'on construit des stades de 60 000 places, de 50 000 places, mais avec la pandémie, on n'arrive pas à exploiter ça normalement. Donc, il y a ces deux états de fait qui ont fait qu'on n'a pas pu assister à la présence d'une foule de personnes. Mais lorsque le Cameroun jouait, il y avait apparemment un peu de monde. Les matchs du Cameroun, le stade de près de 60 000 places. Ils ont moins 35 000, 40 000. Entre 35 et 40 000, c'est déjà pas mal. Mais il faut dire que le Covid aussi, il y a eu beaucoup d'influence. C'est un facteur négatif qui a permis de ne pas rassembler beaucoup de personnes sur ces stades. Dans nos différents pays en Afrique, Serge l'a dit, 24 pays étaient présents, mais peu de supporters ont accompagné leurs différentes équipes là-bas parce que chacun veut préserver sa vie. Si vous allez dans un endroit où il y a trop de personnes, vous risquez de choper du Covid et patatras. C'est évidemment, on a vu lors de la première phase, parce qu'on en parlera tout à l'heure, moins de monde, et puis ensuite, il a fallu cette décision du président de la République, Rach l'a dit, de dire on finit à 12 heures le cours, 14 heures pour les fonctionnaires, tous au stade. Oui, parce que le vrai problème en Afrique, c'est que, à la différence des pays européens ou alors des pays sud-américains, il n'y a pas cette culture du voyage. C'est-à-dire qu'il y a 24 nations qui sont présentes à une compétition, mais il n'y a pas de nations qui sont accompagnées par des supporters. Alors que quand vous voyez les pays européens à l'Euro, si l'Italie est là, l'Allemagne est là, les Pays-Bas sont là, il y a des supporters, 2000 Pays-Bas, 2000 personnes des Pays-Bas qui vont, 2000 Italiens, 2000 Français, voilà. Donc la culture du voyage pour accompagner les nations n'est pas en Afrique. Et le vrai problème en Afrique, c'est que le terrain n'est plein que quand le pays hôte est là. Quand le pays hôte ne joue pas, c'est-à-dire si ce n'est pas le Cameroun, les gens ne vont pas. Alors que quand vous regardez bien les capitales africaines, il y a beaucoup de communautés étrangères. Il y a eu des Burkinabés qui sont au Cameroun, il y a des Algériens qui sont au Cameroun, il y a des Égyptiens et tout. Mais le vrai problème, c'est que la culture des pays africains voyageant pour aller dans un pays hôte, la CAN, n'est pas aussi importante qu'en Europe. Parce qu'en Europe, on vous facilite la tâche depuis 2 ans avec des réservations, avec des facilités de transport. C'est une habitude, c'est une culture. Ici, nous n'avons pas la culture du voyage, parce que les Blancs, les Européens, ils se préparent pour un événement 2 ans à l'avance. Et même les supporters attendent que les États les prennent en charge. Ouais. Alors qu'ici, c'est à l'improviste, dans la dernière minute, qu'on prépare pour aller à la CAN. Or, quand vous voyez des Européens qui veulent aller à la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, depuis 2 ans, ils s'y préparent, papa, maman et enfants. Et donc, ce qui fait que quand il y a un événement comme ça, il y a 2000 Italiens, 3000, ils se préparent. Chez nous, en Afrique, combien d'Ivoiriens ont effectué le voyage pour aller supporter les éléphants au Cameroun? Regardez, il n'y a pas beaucoup. Sans l'apport de l'État. Sans l'apport de l'État, parce qu'ici, on aime toujours être assisté. Donc, voilà la raison pour laquelle la plupart des événements en Afrique, quand il y a une compétition, la culture du voyage, la culture du déplacement lors de l'événement n'est pas prononcée, et ce qui fait qu'en dehors du pays hôte, les gradins sont toujours naturellement vides. Voilà. Allez, c'est clair, hein, évidemment. Et puis au niveau du Cameroun également, on a pris un peu de temps avant de susciter la mobilisation. Allez, messieurs, on va parler des résultats sur le terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on va parler des résultats sur la pelouse et sur le terrain. On a vu un premier tour pour une CAN à 24. Il y avait les 2 meilleurs de chaque poule et puis les meilleurs troisième. On devait prendre 4 sur 2. Il y a eu des déceptions, messieurs. On peut en citer et puis ensemble, on va échanger dessus. L'Algérie, le champion en titre, qui avait fait 35 matchs sans défaite. 34. Et 34 matchs sans défaite, venait comme l'un des grands favoris. Et puis aussi le Ghana qui est sorti au premier tour. Messieurs, j'ai envie de dire, Dakouri, quelle est l'équipe qui vous a vraiment déçu dans ce premier tour? Et quelle explication donnez-vous à l'échec de ces 2 grands, le Ghana et l'Algérie? Eh bien, incontestablement, d'abord, c'est le tenant du titre. Parce qu'on trouve inconcevable qu'une championne d'Afrique sorte au premier tour. Sans oublier le palmarès édifiant de Djamel Belmadi et les Fennecs avant la compétition. Figurez-vous que cette équipe, après la CAN 2019 remportée, avait, dans la continuité, effectué 34 matchs sans défaite. En matchs amicaux, matchs internationaux et tout. Et donc, on a trouvé inconcevable que cette équipe d'Algérie, auréolée de 34 matchs sans défaite, qui était un record, ne
ne puisse pas franchir le cap du premier tour. Alors que l'équipe n'a fondamentalement pas changé. C'est la même colonne vertébrale qui a gagné la 2019 qui était présente. Et donc, on a trouvé avec le même entraîneur, donc il n'y avait véritablement pas de problème d'automatisme, c'est une machine huilée. Et alors, on a trouvé vraiment anormal que l'Algérie ne puisse pas franchir le premier tour. Ça, c'est le vrai couac, le premier élément qui a suscité vraiment beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi un champion d'Afrique sort au premier tour? Quelles sont les raisons? Est-ce dû à la mauvaise qualité de la pelouse? Est-ce dû au match aussi programmé dans la chaleur? Parce que certains éléments algériens estimaient que les premiers matchs ont été programmés sous un soleil caniculaire et donc qui était un handicap pour eux, puisque l'effectif, la plupart, évolue en Europe. En tout cas, le premier élément, c'est le couac algérien. Sorti au premier tour, éliminé par la Coupe d'Afrique, éliminé par la Côte d'Ivoire. Ça a été le premier signal. Ensuite, il y a aussi, comment on appelle ça, le Ghana. Comme vous dites, il y a eu le Ghana qui est sorti parce que le Ghana a quand même 4 Coupes d'Afrique et ce Ghana qui a quand même ce titre-là est sorti aussi également à cela. Mais pour le Ghana, il y a quand même une explication. Parce que simplement, le Ghana a changé d'entraîneur en plein éliminatoire. C'est vrai que leur sorcier blanc, Milovan Rajevac, est celui qui les a menés un peu loin en 2010, mais il y avait quand même un local qui était Charles Akonor. Devant les résultats en dents de scie de Charles Akonor, ils ont appelé le pompier de service qui est Milovan Rajevac. Milovan est venu, il a tenté de sauver la situation, c'est vrai, mais quand on a vu le Ghana jouer, c'est un Ghana sans éclat. Le milieu de terrain n'est pas créatif, il est tributaire d'un Thomas Partey, joueur très physique d'Arsenal, il n'y a plus l'étincelle ghanéenne, eh bien, cette équipe du Ghana nous a paru transparente, sans créativité. Sans oublier aussi les fils à Yehou, qui visiblement sont quelque peu avec un égocentrisme très prononcé. Alors, c'est un Ghana sans créativité qui, n'était pas brillant, qui était approximatif, qui nous avait. Donc, pour nous, ce Ghana-là, quand on a vu son agencement collectif, c'était normal que ce Ghana-là sorte. Donc, pour moi, on n'a pas été surpris par la production plus ou moins médiocre d'un Ghana avec des joueurs qui n'étaient pas forcément ce Ghana qu'on a connu il y a 10 ans. Ça a été les deux grosses sensations dans cette première phase, du premier tour. Les échecs. L'Algérie et les deux gros échecs. On va dire l'Algérie et le Ghana qui sortent au premier tour. Pour vous, ça a été une surprise également? Oui, ça a été une surprise, mais au-delà de tout ce que Serge a expliqué, nous abondons dans le même sens que lui. Mais je dirais qu'il y a eu aussi d'autres surprises et non des moindres. Vous prenez la poule D où caracolait le Nigeria en tête, qui a fait 3 matchs de poule, 3 victoires. On reviendra sur le 8e de finale. Là, nous sommes en phase de poule. Donc, la phase de poule, vous le direz. Maintenant, vous prenez le quand même de la Mauritanie, c'est le deuxième CAN. Mais il n'arrive même pas à marquer un seul. Même pas un point. Même pas un point, 0 point, moins 3. J'avoue qu'on s'est demandé, mais pendant 2 années, ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Sans oublier que les Mauritaniens ont chassé leur entraîneur qui l'a fait monter d'un cran. Ouais. C'est le français. Grosse déception. On va écouter d'ailleurs l'entraîneur de l'Algérie, le champion en titre, Djamel Belmadi, qui explique un peu cet échec de l'Algérie. Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à cœur sur ce match-là et de rattraper un petit peu qu'on est présent dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui, chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, contre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer, même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Il est clair, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition. Djamel Belmadi qui, déçu, explique un peu l'échec du champion en titre. Messieurs, en 8e de finale, on retrouvait quand même des équipes. Le Nigeria a impressionné lors de la phase de poule. 3 matchs, 3 victoires. On a vu du coup un Nigeria flamboyant, mais le Nigeria est tombé face à l'Égypte qui avait fini 3e et qui est passé, comme on dirait un peu, de façon extrémiste, face à la Tunisie. Donc, le Nigeria, c'est clean. Et puis, on voit également une équipe de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, qui sortent en 8e de finale. Pour vous, ces équipes-là qui étaient vues un peu comme des véritables outsiders, on ne les a pas vus jusqu'en quart de finale. Finalement, le Nigeria qui a séduit est tombé. La Côte d'Ivoire également sort en 8e de finale. Les 8e de finale qui ont fait de grosses victimes. Effectivement, les 8e de finale ont fait de très grosses victimes parce que quand vous prenez le Nigeria, je dirais qu'ils sont venus avec certains complexes.
Ils font 3 matchs durant en poule. Ils se disent que les 8e de finale, il n'y a pas de problème face à cette équipe tunisienne qu'ils vont la battre. Parce que n'oublions pas qu'ils avaient déjà battu l'Égypte, un pays de l'Afrique du Nord. Donc ils se sont dit que bon, cette équipe-là, on va la battre. Il ne faut jamais avoir un complexe de supériorité vis-à-vis de vos adversaires. Il faut les respecter. Et dans ce match, aucun joueur nigérien n'a pu marquer pour sauver au moins leur statut d'invincible au cours de leur match de poule. Bien sûr, notre pays aussi, nous avons été sortis parce que je dirais que nous avons joué au niveau de la Côte d'Ivoire, notre finale, notre va-tout, notre fighting spirit, on a tout laissé face à cette équipe algérienne. Tellement nous en voulions à l'Algérie, on les a battus, certes 3-1, on a déroulé toute l'énergie qu'on avait. Tant et si bien que face à l'Égypte, on pouvait battre l'Égypte. Ne serait-ce qu'avoir un fighting spirit un peu au-dessus, on allait battre l'Égypte. Mais quand vous voyez Franck Kessé qui sort à quelques moments parce qu'il avait trop donné face à l'équipe algérienne, mais je me suis dit qu'on n'a pas su recadrer les enfants lorsqu'ils devraient affronter l'Algérie. Ce n'était pas le match phare. On pouvait gagner ce match et puis aller doucement face à cette équipe algérienne et maintenant monter d'un cran face à l'Algérie. Maintenant, le Mali aussi qui a titubé, qui a pensé que tout avait été gagné. Le Mali aussi qui est sorti malheureusement contre une équipe de Guinée équatoriale. Un tir au but, 6 tirs à 5. Dans un match maîtrisé par le Mali. Ce qu'on appelle les cadors en Afrique de l'Ouest sont tous tombés. Et j'avoue que si en 2023, on tire les leçons qu'il faut de ces différents échecs, c'est sûr et certain qu'on pourra aller, pourquoi pas, jusqu'en finale. Seydou Kouri, 4 grands d'Afrique de l'Ouest, je les citais, le Nigeria, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire sortis en 8e de finale, alors que ces équipes sont habituées à jouer au moins les quarts de finale ou la demi-finale pour certains. Vous également, de loin, après maintenant, à froid, comment vous analysez cette sortie, non seulement du Nigeria qui a été impressionnant lors du premier tour? Eh bien, d'abord, il faut noter quand même la hiérarchie. Le Nigeria est quand même un pays qui a déjà 3 coupes d'Afrique. Le Mali et la Guinée n'en ont pas. Oui. Voilà, il faut savoir. La Côte d'Ivoire en a 2. Donc, au Mali, la Guinée ne sont pas logés à la même enseigne que le Nigeria, qui est un favori. Le Nigeria a gagné 80, 94, 2013, 3 coupes d'Afrique. Donc 2 favoris, 2 outsiders. 2 favoris, 2 outsiders. Et donc, le Nigeria, qui a fait forte impression avec Augustine Eguavoen en phase de poule, est tombé tactiquement face à une Tunisie bien organisée. Le seul but de Youssef Msakni en première période, le Nigeria n'a pas pu résoudre ça malgré sa force offensive avec les Kelechi Nyekacho, Moses Simons, Chukwueze et autres. Sur le papier, avec Onwani, le Nigeria faisait très peur. Maintenant, le vrai problème, est-ce que Eguavoen ne se s'est pas laissé endormir par ses performances des passes de plus? Parce que le Nigeria, au premier tour, a été impressionnant. 3 matchs, 3 victoires, comme il a dit. Bien articulé, avec une belle équipe. Mais quand il a fallu passer le cap tunisien, le vrai problème, c'est que quand vous jouez le Maghreb collectivement, c'est une belle machine. Que ce soit l'Égypte, la Tunisie et autres, ils savent tactiquement comment se mettre en place. Donc le Nigeria a gagné 7 l'Égypte par un exploit individuel de Kelechi Nyekacho en la première mi-temps. Mais quand il fallait revoir une équipe égyptienne et tunisienne bien articulée, ils ont eu des difficultés. Il fallait hausser le niveau de rythme. Alors est-ce que le Nigeria n'a pas tout donné lors des phases de poule? Effectivement. C'est les phases du premier tour, c'est cela le vrai problème. Avec Eguavoen qui est venu pour sauver la situation, c'était pas lui l'entraîneur. Oui. Ils ont chassé, c'était Guénotro. Oui. Donc vous voyez que ces changements tactiques et ces changements de l'encadrement technique en pleine compétition ont une influence. Et donc le Nigeria, la flamboyant, quand il fallait arriver à les matchs à couper, un match à élimination, ces joueurs n'ont pas répondu. Et donc ça a été ça le vrai problème. Donc le Nigeria favori sort. Quant au Mali, ils n'ont pas de buteur. Ils sont tributaires d'un Ibrahima Koné. Beau jeu, hein? Ils ont des bons milieux offensifs. Il y a les 2 Koné et Traoré Adama Nos, comme l'autre Koné. Mais l'attaquant, le gaucher attaquant, le Mali rate beaucoup d'occasions et n'a pas de buteur. C'est cela le vrai problème. C'est le même cas que la Guinée. Avec Mohamed Bayo, avec Alex Moriba, le joueur de Barcelone qu'on a repris, sans compter Sori Kaba et autres. Ils sont un bon milieu de terrain avec le joueur d'Eco, comme il s'appelle, le joueur de Liverpool, Naby Keïta. En milieu de terrain, ça circule bien, mais quand il faut finir les actions, il y a un problème. Il n'y a personne. C'est là le véritable problème. Donc le Mali et la Guinée ont le même problème, la finition. C'est ça qui caractérise. Donc, ça a été préjudiciable au Mali, qui n'a pas pu marquer des buts à un moment donné.
Et donc, je pense que c'est cela qui a été à la base de leur élimination. Sinon, pour moi, pour le Nigeria, c'est un accident de parcours face à une équipe tactiquement maghrébine qui les a piégés. On va écouter les éliminés d'ailleurs. Augustin Guavon, l'entraîneur du Nigeria, qui explique un peu la sortie du Nigeria en 8e de finale. C'est difficile à encaisser, mais c'est le football. On peut faire des erreurs, on a fait une erreur et on a été puni. On a essayé de pousser, mais on a pris ce carton rouge. Pour moi, c'était pas un carton rouge, mais avec la VAR, l'arbitre a une meilleure vue et ça a été beaucoup plus dur par la suite. On a essayé de rester dans le match, mais félicitations à la Tunisie. Les joueurs ont donné le meilleur, mais c'était pas suffisant. Augustin Guavon qui explique donc évidemment son élimination. Augustin Guavon qui n'a pas été reconduit. Parce que là, il y avait un entraîneur portugais qui était annoncé, qui avait signé. Et finalement, c'était José Pesero, mais celui-ci a dit stop. Et donc, c'est Emmanuel Amouni qui est le nouvel entraîneur du Nigeria. Qui était en Tunisie, qui était en Tanzanie. Allez, on va écouter maintenant l'entraîneur de la Guinée, également éliminé en 8e de finale, Kaba Diawara, pour sa première expérience sur un banc. On a perdu. On a essayé de mettre le plan de jeu en marche. On a eu des occasions. On les a pas mises au fond. Et comme d'habitude, quand on n'est pas efficace, on peut encaisser. Ils ont marqué. Après, on a essayé de pousser. On a fait quelques changements. Mais bon, voilà, la Gambie, on peut que la féliciter. Ils ont joué crânement leur chance. Ils ont cru en eux et voilà, ils ont gagné. C'est vrai que c'est deux joueurs importants de notre équipe. Et bon voilà, on a mis des garçons pour les remplacer. On a poussé, on a eu des occasions. Il fallait être efficace pour gagner. On n'a pas été, donc on ne va pas se cacher derrière ça. Ça fait partie du foot. On a une équipe jeune, on apprend et voilà. Il avait même perdu la voix à Kabadera, la première expérience sur un banc. Et puis, du côté du Mali, vous avez dit, ils ont le même problème. Amari Traoré, capitaine du Mali, explique l'élimination, l'échec évidemment des Aigles du Mali. J'avais à cœur d'amener mon pays au toit de l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est un échec. On est très abattu et très triste. J'ai pas de mots. Il faut se poser les bonnes questions, ce qui n'a pas marché dans le jeu, et de modifier ça pour revenir plus fort. Aller au mondial pour essayer de doubler cette désillusion, parce que c'est vraiment une désillusion de cette génération. Il faut se remobiliser et aller de l'avant. Le Mali reste toujours le Mali. Voilà donc le Mali, tout comme la Guinée, le Nigeria éliminé, la Côte d'Ivoire éliminée en 8e de finale. La Côte d'Ivoire sortie par l'Égypte. On va écouter d'ailleurs Patrice Baumel, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui lui également donne un peu et parle de cette élimination, parle de la sortie, on dira prématurée des éléphants de Côte d'Ivoire. On a eu quand même les occasions. C'était peut-être moins flagrant que lorsque le match de l'Algérie, mais on a eu des situations. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais c'était un match très équilibré. J'ai senti que c'était un match un petit peu plus équilibré. Sur la fin, lorsque je fais rentrer un petit peu de fraîcheur devant, je sentais qu'on pouvait peut-être venir à bout des pharaons. Le gardien a sorti 2-3 arrêts de grande classe. C'est pas évident pour lui, c'était le gardien remplaçant, il est rentré, il a fait le job, donc félicitations à lui. Il sort 2-3 frappes qui étaient en pleine lucarne, plus le penalty. Il a fait le job, bravo. On avait tous lu que l'Égypte était un petit peu la bête noire des éléphants. J'ai vraiment senti qu'on pouvait le faire, sincèrement. Même si précédemment il y a eu des phases où on était dans le dur, j'ai senti qu'on pouvait arriver au bout de cette équipe. On n'a pas réussi à briser le mythe. Je ne suis pas du tout découragé, je suis déçu parce qu'on y met tellement de cœur. Ça fait depuis le 26 décembre qu'on est ensemble et on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc forcément, c'est beaucoup de tristesse, mais de déception, mais vraiment je ne suis pas abattu. Je sais qu'il y a un avenir, avec ou sans moi, il y a un très très bel avenir dans cette équipe, j'en suis sûr. Et les garçons le veulent. Donc déjà, lorsque les garçons le veulent, c'est 50% du travail. Allez, on parlera tout à l'heure avec Zongo qui est au bout de fil, qu'on salue au passage. Saïd Akouri, il dit on n'a pas réussi à briser le mythe. Cette élimination, ça fait mal. On pensait voir les éléphants accéder au moins en demi-finale. Eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas que Baumel ne nous dise pas la vérité. C'est un jeune entraîneur. Face à lui, il y avait un monstre d'entraîneur qui s'appelle Carlos Queiroz. Carlos Queiroz a une carte de visite impressionnante, c'est un coaching. C'est l'ancien adjoint de Ferguson. C'est lui qui amène Cristiano Ronaldo et Nani à Manchester. Il a été entraîneur des U17 portugais avec lesquels il a gagné la Coupe du Monde. Il a été entraîneur de l'Iran, il a été l'entraîneur de l'Afrique du Sud. C'est un monstre d'entraîneur qui avait face. Lui, c'était un néophyte, un jeune entraîneur. La lecture du match de ce qu'il donne n'est pas vraie. Les joueurs égyptiens ont une culture de jeu qui est complètement différente de l'Algérie. Quand vous jouez cette équipe, c'est l'ossature Zamalek d'Égypte nationale Al-Ali
ils ont une culture de jeu que nous n'avons pas. Collectivement, ils sont plus rodés que nous. Nous avons joué des joueurs qui jouent sur des individualités. Et il ne faut pas mentir, Kessié est transparent durant cela. Il a toujours voulu titulariser Tessié au déprimant de Seko Fofana, de Fousseni Koulibaly qu'on a réclamé à Corée et à Cri. Aujourd'hui, si son équipe est défaillante, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de rééditer des exploits face à l'équipe des Fennecs d'Algérie. Ils ont tout donné face à l'Algérie. Ils ne pouvaient pas répéter les mêmes performances face à l'Égypte qui est encore donc plus il est rusée. le seul responsable. Il est le responsable d'abord par un mauvais coaching et puis parce que tactiquement, les Égyptiens sont plus rusés, plus forts tactiquement que l'Algérie parce qu'ils ont des joueurs qui évoluent sur le continent, ils n'ont pas de complexe. Donc quand tu nous parles de gardien remplaçant, il ne sait pas que c'est le gardien remplaçant du Zamalek d'Égypte qui est un monstre en Afrique, qui a beaucoup de titres. L'Égypte est toujours la bête noire de la Côte d'Ivoire. Il faut le savoir, il ne faut pas qu'il nous trompe avec un discours. Allez, responsable, rapidement, une minute sur les propos de Patrice Baumel juste après la sortie des éléphants. Je dirais que ce sont des propos pour se dédouaner un peu, pour mettre, si tu veux, des convenus de la Côte d'Ivoire sur tout le monde. Mais lorsqu'on regarde bien le coaching de l'homme, chaque fois que Baumel a fait des remplacements au cours de cette CAN, la Côte d'Ivoire a tremblé, on a eu des problèmes. Regardez un peu même le match face à cette équipe de Sierra Leone. Ce sont ces remplacements qui amènent un joueur à faire un coup de tête, à donner le coup de tête à Badra, où il allait remettre le ballon. Il allait remettre le ballon carrément en jeu. Une balle qui sortait. Donc il fait un peu des remplacements, disons n'importe comment. Je me demande s'il se concerte avec son staff avant de faire quoi que ce soit. Mais il faut dire qu'il est jeune. Il a le temps de se bonifier, d'apprendre. Aliou Cissé, depuis 2015, il a la tête des Lions. Ouais. Je pense qu'avec Baumel, faisons preuve de compréhension, maintenons-le. Et j'espère que c'est un autre débat. On reviendra sur ce débat. Messieurs, on va passer. En quart de finale, on a eu la sensation. Les Comores, jamais qualifiés en quart de finale. L'équipe de la Gambie également, en huitième de finale. La Gambie qui allait jusqu'à un quart de finale. Et puis, on a eu également le Maroc qui est sorti en quart de finale. Ça a été l'une des grosses surprises, sorti par l'Égypte, qui a battu la Côte d'Ivoire. Et puis, le Burkina a pu passer les quarts de finale, accéder en demi-finale. On avait demi-finale Burkina-Sénégal. Et puis, Égypte-Cameroun, finale. Égypte-Sénégal. Bien sûr, on a eu en match de classement Burkina-Cameroun. Burkina qui menait 3-0. Ça a été l'une des surprises également de cette Coupe d'Afrique. C'est l'un des faits marquants. Et le Burkina se fait rattraper 3 buts partout, battu au tir au but. Nous sommes avec Zongo, notre confrère burkinabé. Zongo, bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, à froid, Zongo, comment vous vivez cette égalisation, ce moment où vous étiez en train de célébrer une 3e place à 20 minutes de la fin et finalement le Burkina se fait battre par le Cameroun au tir au but après l'égalisation de 3-3. Comment vous avez vécu cela, cette remontada camerounaise? C'est un peu comme le ciel qui vous est tombé sur la tête, parce que on avait déjà vécu ce cauchemar lors de la CAN 98, qui s'est joué à Ouagadougou. Lors de la même période de la compétition, pour le match de classement, les Italiens avaient été remontés par la RDC. Et là, dans un temps moins court d'ailleurs, puisque les Italiens menaient 4-1 et les Congolais sont revenus à 4-4. Je crois que ce retour du Cameroun n'a pas beaucoup surpris. Si je dis ça n'a pas beaucoup surpris, on a senti quand même que avec l'arrivée de Vincent Boubacar et de Kéké Kandi, l'équipe a beaucoup reculé. Et quand vous laissez tant d'espace à des attaquants aussi dangereux et avec moins de lucidité sur le plan défensif, c'est ce qui vous arrive. Et ici, il faut savoir qu'on l'a très, très, très mal vécu. Et je peux vous assurer que le gardien Baba Youre est plus ou moins arrivé dans les réseaux sociaux parce que là, on lui a pas du tout pardonné ce qui nous est arrivé lors de tirs au but, même si quelque part ce n'est pas de sa faute. Est-ce que cela a gâché un peu cette CAN du Burkina qu'on voyait quand même comme une belle équipe dans cette compétition pour certains? Mais c'est même pas un peu, ça a totalement gâché la fête, parce qu'on retient aujourd'hui que les 3 buts que les Camerounais ont remonté, la 4e place est plus ou moins anecdotique aujourd'hui. C'est parce que, vous pouvez me croire, on a senti ça comme une humiliation. Si bien que le nouveau chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao, quand il a reçu les étalons, il a eu ses propos. Vous nous avez fait beaucoup de plaisir, mais vous nous avez aussi donné beaucoup de déception. Donc vous voyez qu'au plus haut niveau de l'État, on a mal vécu la situation. Dernière question, est-ce que Kamou Malo reste à son poste?
Je crois que Camille Malo devrait rester à son poste parce que le Burkina est en phase de reconstruction, même si je n'aime pas trop ce terme. Et cette 4e place, je ne dirais pas inespérée, mais on n'attendait pas tant des étalons, tant il y avait quand même des cadors du continent dans notre poule, parce qu'éliminer la Tunisie, à mon avis, ce n'est pas rien. Le Gabon, où on est passé de justesse. Je crois que, sur le plan absolu, le résultat est bon, sauf que ces 20 dernières minutes du match de classement ont tout gâté. Allez, merci Zongo, merci bien. Et puis on salue tout le Faso, tout le Burkina pour le bilan. Messieurs, dernière question pour boucler. Est-ce que dans l'ensemble, pour vous, à 1 minute, en quelques secondes, le niveau de la compétition est comparé à la dernière en Égypte? Quelle comparaison faites à ce niveau? Écoutez, d'abord, il faut noter que sur 100 matchs, 52 buts ont été marqués. Donc ça fait une moyenne de 1,93. Ça veut dire quand même qu'on n'est pas loin de 2 buts par match. Ça veut dire que les attaques ont pris le pas sur les défenses. 2 buts par match, c'est une moyenne qui est honorable. Ensuite, on a vu quand même que les premiers matchs ont été poussifs et à partir des deuxièmes matchs, les gens ont connu la carburation. Mais la véritable chose, il faut parler des sensations, des révélations. Une équipe comme la Gambie qui a sa première participation arrive en quart avec un dispositif tactique qui a impressionné plus d'un, avec un Belge, Tom Senfield, qui a mis en place un beau schéma. Ça, ce sont des révélations à signaler. Tout comme les Comores, qui ont montré de très belles choses. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, sur toutes les places du continent, il n'y a plus de petites nations. Il ne faut pas sous-estimer certaines nations. Tout le monde travaille et c'est à saluer. Quand vous voyez de telles performances, les Comores, la Gambie, ce sont les révélations de la CAN. Et c'est un honneur pour dire que l'Afrique aujourd'hui, le football commence à prendre beaucoup, beaucoup d'envergure. Dernière préoccupation pour terminer, l'arbitrage, tout ça, ça vous a convaincu? L'arbitrage nous a convaincus, sauf... la VAR, Giannis Sikazoué. Lui qui a arrêté le match à la 85e minute. Il a dit qu'il avait un malaise. Cela, il ne s'est jamais vu. Et donc, quand ça arrive comme ça, ça pose problème. Et aussi, il faut voir, il y avait une dame aussi qui a arbitré. La première fois. Il faut voir aussi que cette année, les équipes dites faibles n'étaient pas aussi faibles que ça. Voilà. Vous prenez la Guinée équatoriale, les Comores, la Gambie, même le Soudan, la Sierra Leone, on a vu qui des belles se donnent, si tu veux, l'air même de faire nul avec la Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a plus de petites équipes comme le dit Serge Dakouri. Allez, merci à tous. Meilleur joueur, Sadio Mané, meilleur gardien, Edouard Mendy, vous l'avez dit, meilleure attaque, Cameroun, meilleure défense, le Mali, et puis plus grand nombre de cartons jaunes, Burkina Faso. L'Égypte a disputé 4 prolongations, plus high score 4-0 pour la Tunisie. Merci et bravo à toutes les équipes pour le spectacle. Félicitations au Lion de la Tiringa pour le sac, la première étoile. Grand merci au Cameroun pour l'ambiance et d'avoir élevé le défi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.